Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est de regarder cette émission, de liker, de partager et de commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir nos invités d'aujourd'hui. Jeffrey Sachs est un économiste américain et analyste en politique publique, professeur à l'Université Columbia. La Dr. Joanna Lay est une universitaire taïwanaise, ancienne députée et commentatrice publique. Elle a beaucoup écrit et pris la parole sur la politique taïwanaise, les relations États-Unis, Chine-Taïwan, ainsi que sur les questions de souveraineté et de sécurité. Dr. Lay et professeur Sachs, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Merci beaucoup. C'est formidable d'être avec Joanna. Je suis très enthousiaste. Professeur Sachs, si nous pouvions commencer avec vous. Les États-Unis ont constamment résisté à l'émergence d'un monde multilatéral pacifique et des personnalités comme Albrecht Scowcroft, secrétaire d'État, évoquent régulièrement la guerre comme moyen de préserver la primauté américaine. À quel point la situation est-elle dangereuse en Asie-Pacifique en particulier? Et pensez-vous que Taïwan pourrait être sacrifié au profit des intérêts stratégiques de Washington? Il faut dire d'emblée qu'il semble y avoir un débat en cours au sein de l'appareil sécuritaire américain concernant les doctrines militaires et de sécurité des États-Unis. Nous allons donc en apprendre davantage dans les jours et semaines à venir, plus que ce que nous savons actuellement. De nombreux rapports évoquent une nouvelle stratégie de défense nationale qui doit être dévoilée. Certains rapports indiquent qu'elle préconiserait un recentrage de la stratégie américaine. Ce serait intéressant. C'est en fait nécessaire du point de vue des États-Unis. Les États-Unis sont un empire mondial surmené et pas très efficace. Ils possèdent des bases militaires dans environ 80 pays. Il n'existe pas de liste définitive, soit quelques 750 à 800 bases militaires à l'étranger. Là encore, les chiffres sont quelque peu flous. Et c'est pourquoi on entend différentes estimations. Mais il s'agit d'un empire surmené. Et comme pour les empires surmenés du passé, l'un des signes en est l'hémorragie budgétaire. Les États-Unis enregistrent de très importants déficits budgétaires. Ils accumulent rapidement de la dette. Les États-Unis viennent d'entrer dans une fermeture du gouvernement. Cela pourrait durer des heures, des jours, voire des semaines. Mais cela reflète le fait que la politique budgétaire est en désordre aux États-Unis, ce qui est le reflet de la nature surmenée de l'Empire américain. Maintenant, cela étant dit, nous ne savons donc pas vraiment ni ne comprenons ce que fait ce gouvernement Trump, plutôt erratique. La politique étrangère des États-Unis est en partie déterminée par l'État profond. Je dirais simplement que le terme « État profond » désigne le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire un ensemble d'institutions comprenant le Pentagone, la CIA, les autres agences de renseignement, certaines parties du Congrès américain, notamment les commissions des forces armées, les sous-traitants militaires, et de nos jours, la Silicon Valley en fait largement partie. Il existe une certaine continuité dans le complexe militaro-industriel, mais il y a aussi beaucoup d'instabilité actuellement dans la politique américaine en général. Avec Trump, nous avons un dirigeant extrêmement erratique, pas très intelligent, peu instruit en histoire, très impulsif, pas très stratégique, et avec des opinions très tranchées, mais fortes et parfois labiles, c'est-à-dire qu'elles sont fortes, mais changent aussi souvent, selon la personne qui s'est adressée au président. Cela ajoute une nouvelle couche d'imprévisibilité. Pour revenir à votre question, nous ne savons pas vraiment
Je dirais même que les observateurs les plus attentifs ne sont pas sûrs de la politique américaine actuelle. Rien n'est clairement formulé. Mais en ce qui concerne Taïwan, le risque, bien sûr, est que les États-Unis entrent dans un conflit ouvert avec la Chine. Je dirais que c'est d'une certaine manière analogue à la guerre en Ukraine, qui est un exemple très clair et frappant de l'arrogance impériale et de la surextension des États-Unis. L'Ukraine est un champ de bataille parce que les États-Unis ont cherché à encercler la Russie avec des bases militaires et des systèmes d'armes à travers l'élargissement de l'alliance militaire OTAN-États-Unis. Et la Russie, il y a déjà plus de 30 ans, avait dit « Ne faites pas cela, c'est une ligne rouge pour nous ». Les États-Unis n'écoutent pas les lignes rouges, traditionnellement. L'un des principaux traits de cet empire américain arrogant et maladroit est qu'il se targue de ne reconnaître ni d'admettre les lignes rouges d'aucun autre pays, y compris celles des superpuissances nucléaires. Avec le temps, ils sont devenus de plus en plus sourds aux lignes rouges des autres nations. Dans les années 1950 et 1960, il y avait une certaine prudence mortelle. La doctrine de la destruction mutuelle assurée, l'idée que nous étions au bord de la guerre nucléaire était comprise et dans une certaine mesure respectée. Aujourd'hui, cela est balayé d'un revers de main. Et depuis 25 ans, surtout après la fin de l'Union soviétique, les États-Unis disent « Eh bien, nous sommes seuls, nous pouvons faire ce que nous voulons ». En ce qui concerne Taïwan, cela pourrait signifier que les États-Unis arment Taïwan malgré les vives objections de la République populaire de Chine. Cela pourrait englober toutes les choses que le Dr. Lay connaît mieux que quiconque au monde. Je n'en dirai donc pas plus, mais cela pourrait impliquer des provocations susceptibles de déboucher sur une guerre ouverte avec la Chine. Que Dieu nous vienne en aide si cela devait arriver. Ce serait terrible, extraordinairement dangereux et catastrophique pour les États-Unis d'ailleurs, car je ne pense pas que les États-Unis auraient beaucoup de succès militaires à des milliers de kilomètres de leurs propres frontières. Mais rien dans l'histoire américaine des 50 dernières années ne permet d'avoir beaucoup confiance dans la qualité du jugement des dirigeants américains. Dr. Lay, si vous pouviez répondre au professeur Sachs, mais aussi ajouter un point de vue sur la façon dont cela est perçu depuis Taïwan, ainsi que sur les différentes forces politiques au sein de Taïwan, lorsque les États-Unis tiennent un discours belliqueux et hystérique à propos de la Chine continentale. Il est certain qu'à l'heure actuelle, Taïwan est dirigé par le DPP et la position affichée tant par le président Lai Ching-te que par d'autres cadres du parti est assez partagée. D'un côté, ils défendent un programme d'indépendance de Taïwan, c'est-à-dire l'indépendance vis-à-vis de la RPC, donc un éloignement du continent, en espérant bénéficier du soutien du Japon et des États-Unis. De l'autre, ils tendent vers une dépendance totale envers les États-Unis en matière de progrès économique et technologique. Le meilleur exemple en est TSMC. On peut donc constater que Taïwan évolue en réalité dans deux directions. Elle se rapproche économiquement des États-Unis et dépend de leur soutien militaire, tout en utilisant cette posture pour s'éloigner du gouvernement continental, la RPC. Étant donné que cela constitue une ligne rouge, ou un intérêt fondamental pour la République populaire de Chine, il existe un risque de conflit. Ici, nous constatons que le gouvernement accorde peu d'attention au potentiel de conflit, s'appuyant essentiellement sur la garantie ou la rhétorique américaine. Mais en même temps, sur le plan des relations économiques et commerciales, nous restons extrêmement étroitement liés à la RPC. Ainsi, au sein de la société, dans son ensemble, il y a une voix très forte du gouvernement du DPP et beaucoup d'objections discrètes et silencieuses de la part de tous les partis d'opposition et des personnes qui ne revendiquent aucune affiliation politique.
Voilà pour le premier point. Le second point, c'est que si l'on regarde attentivement, Jeff a mentionné la similitude avec la guerre en Ukraine. Et j'ai regardé la conférence de presse de Trump et Netanyahou hier avec horreur. Je pense que le début peut présenter certaines similitudes avec la situation ukrainienne lorsque les États-Unis poussaient l'Ukraine à franchir la ligne rouge russe. Mais la conclusion sera remarquablement similaire à la situation israélo-gazaoui, dans laquelle Taïwan n'aura pas voix au chapitre et ne sera pas consulté lors de la négociation finale parce que nous sommes indépendants. Nous ne faisons partie d'aucune organisation internationale, nous n'avons pas de relations diplomatiques formelles, même avec les États-Unis. Ainsi, tout comme Gaza et son gouvernement n'ont pas été consultés avant le plan de paix final en 21 ou 20 points. Je pense que s'il y avait des menaces potentielles à la paix et à la stabilité ou un risque de conflit dans le détroit de Taïwan, et que la situation atteignait un stade où deux superpuissances nucléaires décidaient soit de faire étalage de leurs forces, soit de s'engager dans une négociation finale. Malheureusement, je pense que Taïwan serait probablement la dernière à être informée, plutôt que d'être partie prenante à une solution politique finale équilibrée concernant la situation à Taïwan. Professeur Sachs, votre réponse. De toute évidence, Taïwan se trouve dans une situation très dangereuse. Et dans de telles circonstances, il est toujours important de se rappeler les paroles d'Henry Kissinger, qui a dit célèbrement qu'il est dangereux d'être un ennemi des États-Unis, mais fatal d'en être un ami. Ce que Kissinger voulait dire, c'est que l'Amérique utilise ses amis, c'est-à-dire que les États-Unis disent à d'autres pays « Nous sommes avec vous, nous vous soutenons, vous pouvez compter sur nous », jusqu'à ce que cela ne soit plus vrai. Kissinger faisait référence à d'innombrables cas où les États-Unis encourageaient les dirigeants politiques d'autres pays à s'engager dans des guerres, de sorte qu'il s'agissait en réalité de guerres par procuration entre les États-Unis et l'Union soviétique, ou entre les États-Unis et la Russie. À un certain moment, ces guerres deviennent dévastatrices pour le pays ami. Et à un certain moment, du moins jusqu'à présent, les États-Unis ont choisi une issue qui laisse le soi-disant ami ou allié abandonné à la fin. Bien sûr, la sympathie envers ce pays abandonné doit être limitée, car en général, il a naïvement compté sur les États-Unis, pensant qu'il serait protégé lors d'une confrontation. Ainsi, la pertinence de cette observation pour Taïwan est très directe et très forte. Si un dirigeant taïwanais croit que les États-Unis peuvent réellement protéger Taïwan contre quelque chose qui franchit la ligne rouge de la Chine continentale, une véritable ligne rouge, qu'il oublie cette idée. C'est absurde d'y penser même. Et c'est pourquoi j'ai dit ces dernières années, regardez l'Ukraine, regardez l'Ukraine. Vous pouvez aussi regarder Gaza, vous pouvez regarder l'Afghanistan, vous pouvez regarder presque toutes ces guerres de choix dans lesquelles les États-Unis se sont engagés ces dernières années. La Syrie, la Libye, la liste est très très longue. Les États-Unis s'engagent dans des guerres parce qu'ils n'écoutent pas les autres parties. Ils foncent vraiment sans tenir compte des objections et affirment que toutes les objections sont des signes de faiblesse ou de la fausse propagande de l'autre camp ou des bluffs. Ainsi, les États-Unis ont tendance à agir avec une arrogance extraordinaire. Elle a tendance à prendre un client ou un vassal, à le valoriser et à lui dire « Ramru, nous sommes avec vous, vous êtes formidables et vous êtes vraiment important pour notre sécurité et nous allons soutenir votre sécurité. » Et puis les choses tournent très mal à la fin. Et si l'on pense à une confrontation entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan, je pense qu'il y a toutes les raisons, malheureusement,
de croire qu'une telle confrontation serait dévastatrice. Dévastatrice avant tout pour Taïwan, mais je placerai les États-Unis en deuxième position sur la liste des victimes. Ils ne gagneraient pas une telle confrontation de façon décisive. Et troisièmement, bien sûr, toute confrontation entre puissances nucléaires peut être dévastatrice pour le monde entier, car les choses peuvent devenir incontrôlables. Et lorsque l'on perd de manière conventionnelle, il y a toujours des voix du côté des perdants qui disent qu'il faut aller jusqu'à l'escalade totale, car si l'on perd conventionnellement, on perd tout. On perd notre stature, on perd notre prestige, on perd nos alliances. Dans ce cas précis, si les États-Unis perdaient une confrontation militaire avec la Chine à des milliers de kilomètres des côtes américaines, et c'est ce que suggèrent les simulations de guerre, ce qui pourrait être assez probable. Il y aurait des voix aux États-Unis pour dire « Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cela, car alors nous perdrions la Corée, le Japon, les Philippines, nous perdrions toutes nos alliances en Asie, nous serions chassés d'Asie. » Les conséquences pour les États-Unis seraient absolument dévastatrices. Nous devons intensifier. Et alors, on se trouve sur une voie menant potentiellement à une destruction mondiale. C'est pourquoi il ne faut pas franchir les lignes rouges des autres grandes puissances. À mon avis, le principe de base est de rester en dehors des sphères d'influence des uns et des autres. Je ne recommande pas que la Chine installe une base militaire au Mexique. Cela ne se passerait pas bien. Je ne pense pas que la Chine doive militariser où que ce soit dans le voisinage américain. Il n'y a aucune raison à cela. Je ne crois pas un instant que la Chine le ferait. Elle n'a aucun intérêt à le faire. De la même manière, je n'ai jamais pensé que les États-Unis devaient avoir des bases militaires en Ukraine, dans le Caucase du Sud, ou n'importe où autour de la Chine. Pour cette raison, c'est une proposition fondamentale. J'ai essayé, dans un petit essai récent, de distinguer deux concepts que je considère comme totalement différents. Il existe dans les relations internationales le concept de sphère d'influence, qui sont considérées, selon qui en parle, comme des revendications illégitimes d'autorité d'une grande puissance sur des pays plus petits dans une région. Ainsi, la Chine pourrait revendiquer une sphère d'influence sur l'Asie du Sud-Est, par exemple, ou les États-Unis une sphère d'influence sur les Amériques. Mais il existe un autre concept que je pense valable, celui de sphère de sécurité. C'est-à-dire que je crois que les grandes puissances devraient légitimement dire aux autres, surtout aux autres grandes puissances, en particulier aux autres puissances nucléaires, de ne pas venir à nos frontières pour nous menacer, nous harceler, nous provoquer ou nous diviser. Et cela est vrai dans l'hémisphère occidental. Les États-Unis l'ont longtemps affirmé dans la doctrine Monroe, qui a plus de 200 ans. Aux grandes puissances européennes, ne venez pas nous déranger dans notre propre voisinage. Et les États-Unis devraient respecter cela dans d'autres régions. De cette manière, je pense que les grandes puissances nucléaires peuvent éviter de se gêner mutuellement, respecter les lignes rouges de chacun, et nous pouvons éviter une guerre nucléaire, ce qui me semble la première mission de la diplomatie dans ce monde, que nous ne nous détruisions pas nous-mêmes. Et nous ne devons pas céder aux provocations, aux accidents ou au manquement au respect des lignes rouges, ce qui pourrait nous entraîner sur une voie d'escalade totalement dévastatrice. Voilà donc mon point fondamental, la prudence. Nous vivons dans un monde où des milliers d'armes nucléaires existent. La Chine a exprimé des lignes rouges concernant Taïwan qui, à mon avis, sont tout à fait compréhensibles d'un point de vue historique. Ce sont les lignes rouges de la Chine, elles doivent être comprises et respectées. Et la paix doit également être respectée par la Chine. Elle doit l'être par tous. Mais l'essentiel, c'est que nous devons éviter une confrontation nucléaire ou un affrontement
entre grandes puissances nucléaires. Nuclear confrontation or confrontation between nuclear power giants. Dr. Lay, quelque chose que vous avez dit rejoint ce que le professeur Sachs vient d'exprimer. S'agit-il d'ignorance ou d'un choix délibéré de la part du DPP de fermer les yeux sur la fragilité de la dépendance à la garantie américaine pour la sécurité de Taïwan, dans le cadre de ce qu'il propose? J'aimerais savoir si vous pouvez nous en dire un peu plus sur la façon dont l'élite dirigeante à Taïwan réagit à la nouvelle stratégie impériale globale que les élites américaines déploient à travers le monde. Je pense notamment à la Corée du Sud, contrainte à un investissement de 350 milliards de dollars, qu'elle ne peut réaliser sans un recours massif aux lignes de swap. Cela représente environ 70% de ses devises étrangères. Même avec Taïwan, nous voyons TSMC être contrainte de produire en Arizona, de céder ses droits de propriété intellectuelle, etc. Ainsi, face à cet ensemble de contradictions, on observe beaucoup de remises en question dans des pays comme l'Inde et le Brésil. Comment les élites dirigeantes, qui jusqu'à présent ont délibérément choisi d'ignorer la réalité, réagissent-elles à ce genre de tactique de pression? Eh bien, beaucoup des choses que vous avez mentionnées se sont produites après le 2 avril de cette année. Sous couvert de négociations commerciales, le gouvernement actuel du DPP n'a pas seulement acquiescé, mais a également aidé et facilité le transfert des industries de haute technologie de Taïwan vers les États-Unis. Il ne s'agit pas seulement de TSMC, ni seulement du montant en dollars. Avec les autres entreprises satellites et usines qui vont déménager en même temps que TSMC, nous estimons, selon les magazines les plus autorisés, qu'environ 200 000 talents accompagneront ces entreprises. Et ce chiffre est passé de 85 entreprises à environ 200 entreprises sur le site américain de TSMC. Donc si vous pensez que TSMC est un bouclier de silicium pour Taïwan, détrompez-vous, car ce bouclier de silicium sera déplacé de Taïwan vers l'Arizona et le Texas. Voilà pour le premier point. Deuxièmement, si vous regardez ce qui se passe dans l'ouest du Pacifique, je vais rebondir sur ce que Jeff a dit plus tôt, les États-Unis ont eu par le passé des installations militaires très importantes au Japon et en Corée. Récemment, à Okinawa, la ligne de front est très proche de Taïwan puis aux Philippines. Les Philippines viennent d'accorder aux États-Unis 9 bases militaires supplémentaires. Donc, si vous examinez l'initiative de dissuasion dans le Pacifique, les installations les plus notables se trouveront aux Philippines. Encore une fois, même sans Taïwan au centre, ils ont tout de même réussi à construire une ligne de perles de la première chaîne d'îles. Tout cela est cohérent avec la stratégie américaine de la paix par la force. Et comme Jeff vient de le dire, il y a des sphères d'influence ou des sphères de sécurité. C'est ce que la Chine fait également. Pensez simplement au RCEP et réfléchissez à la déni d'accès à la left attackers. L'un concerne la sphère d'influence, l'autre concerne la sphère de sécurité. C'est très clairement délimité. La zone qui préoccupe la RPC et pour laquelle elle construit une armée afin de répondre à ses propres préoccupations en matière de sécurité. Mais les États-Unis maintiennent une présence militaire expansionniste dans l'ouest du Pacifique. Plus récemment, un sous-marin nucléaire de classe Virginia se trouvait aux Philippines. Auparavant, de plus en plus d'installations de guidage de missiles ont été placées en Corée. Ils déplacent des sous-marins nucléaires de classe Virginia vers l'Australie. Ainsi, dans la stratégie globale des États-Unis, il n'y aura pas seulement des armes conventionnelles, mais aussi des sous-marins nucléaires, les armes les plus létales, stationnées et positionnées dans l'ouest du Pacifique. Cela constituerait donc un potentiel d'escalade. Revenons donc à notre histoire. Taïwan et la Chine ont officiellement commencé une guerre civile qui n'est toujours pas terminée. Le 1er octobre 1949, exactement aujourd'hui, lorsque la RPC a établi son gouvernement,
Il y avait alors deux gouvernements différents de chaque côté du détroit de Taïwan. L'un à Taïwan, c'est la HOC, et l'autre en Chine continentale, qui est la RPC. Les deux revendiquent être la seule représentation légitime de l'ensemble de la Chine. Nous sommes donc toujours en guerre civile, et cela n'a pas pris fin. Il n'y a pas eu d'accord de paix à la fin, il n'y a pas eu de victoire de l'un sur l'autre. Donc techniquement, nous sommes toujours en guerre civile, mais de facto, nous sommes en paix depuis 66 ans. La dernière fois qu'une bombe est tombée sur un territoire contrôlé par la ROC, c'est-à-dire le gouvernement de Taïwan, c'était en 1958, l'année de ma naissance. Je n'oublierai donc jamais cette année-là. Il y a 66 ans, la dernière bombe a été larguée sur un territoire du Kuomintang. Mais depuis, nous sommes de facto en paix. C'est ce que je veux dire. Pardon, je me suis mal exprimée. Donc nous sommes de facto en paix. Et pourquoi, tout à coup, ces 3 dernières années, parlons-nous constamment du risque de guerre? N'oubliez pas qu'autrefois, Taïwan bénéficiait d'une très forte présence militaire américaine. Nous avions un MAJ, c'est-à-dire un groupe consultatif militaire qui formait toutes nos armées. Nous avions aussi une base aérienne au centre de Taïwan appelée CCK. Il y avait une grande base navale américaine dans le sud de Taïwan, à Zuoying. Taïwan bénéficiait donc d'une présence militaire américaine extrêmement forte et les États-Unis étaient un allié qui nous formait et coopérait avec nous. Nous avions une forte interopérabilité conjointe, mais tout cela a soudainement cessé à la fin de 1978. En fait, le 1er janvier 1969, Taïwan n'était plus un allié des États-Unis. Les États-Unis ont rompu les relations diplomatiques et le traité de défense avec Taïwan a pris fin 6 mois plus tard, si bien que nous n'avons plus de relations officielles de défense avec les États-Unis. Donc, toute cette rhétorique sur le soutien à Taïwan et la présence militaire qui reste encore assez importante à Taïwan et les troupes taïwanaises envoyées dans des bases américaines à l'étranger sur le continent pour s'entraîner, cela se produit ces dernières années et ces derniers mois. Mais malgré tout cela, cela ne peut plus remplacer le type de relation de traité de défense conjointe entre les États-Unis et Taïwan, ou les États-Unis et la République de Chine avant la rupture de l'Italien diplomatique de 1979. Ainsi, le gouvernement du DPP peut se faire des illusions en pensant que les États-Unis soutiennent militairement Taïwan et nous augmentons notre budget militaire cette année d'environ $1 billion taïwanais, mais en réalité, nous n'avons pas le niveau d'interopérabilité ni le degré de soutien qui étaient les nôtres et qui protégeaient Taïwan avant 1969. Il n'y a rien qui s'en approche. Donc toute illusion d'un soutien américain à Taïwan, à mon avis, n'est qu'un très beau scénario propagé par les diplomates actuels de Washington, ainsi que par le personnel du département d'État, et les jeunes responsables inexpérimentés du DPP y ont tout cru. Ils ont pris cette promesse pour argent comptant comme un véritable engagement à défendre Taïwan. Professeur Sachs, si vous pouviez compléter cela en parlant de la guerre de l'information ou de la guerre des récits, je pense à l'essai célèbre de Noam Chomsky, La responsabilité des intellectuels, écrit à l'époque de la guerre américaine au Vietnam. Nous vivons des circonstances similaires, et je pense qu'il est d'autant plus important que les gens aux États-Unis parlent de ce que fait leur pays dans le reste du monde. Au-delà de son empire militaire, sur lequel le Dr. Lay nous a donné un exposé, si vous pouviez nous parler du rôle des think tanks, des médias, de la présence du National Endowment for Democracy, de groupes comme Voice of America ou Radio Free Asia à Taïwan, tous ces acteurs, collectivement ou même à l'intérieur des États-Unis, je pense à des institutions influentes comme Brookings et Hudson, qui accueillent des responsables taïwanais et présentent tout sous la forme d'un récit opposant démocratie et autoritarisme, justifiant ainsi la guerre comme une guerre justifiée. Si vous pouviez aborder ce sujet, cela intéresserait nos téléspectateurs.
Eh bien, je vais laisser à Joanna le soin de parler des spécificités concernant Taïwan. Mais de façon plus générale, le complexe militaro-industriel américain inclut également un complexe médiatico-militaro-industriel. Et cela est vrai depuis de nombreuses décennies. Dès les années 1950, la CIA était très impliquée dans les médias grand public aux États-Unis. À l'époque, c'était plus simple. Il n'y avait que quelques journaux et quelques chaînes de diffusion, mais le gouvernement américain jouait un rôle majeur dans le récit officiel, et il a inventé des mensonges systématiques qui, par exemple, dans le cas du Vietnam, ont propagé la guerre, prolongé le conflit, et ont ensuite été révélés par Daniel Ellsberg dans les Pentagon Papers, qui sont devenus une célèbre cause célèbre. Et quand j'étais enfant, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, nous pensions que cela avait été révélé et que les grands médias, comme le New York Times ou le Washington Post, seraient désormais nos sentinelles de la vérité pour dénoncer les mensonges du complexe militaro-industriel. Et bien sûr, je pense que beaucoup de gens le savent, mais je rappelle que c'est nul autre qu'un chef militaire des États-Unis, le général Dwight D. Eisenhower, devenu président de 1953 au début de 1961, qui a mis en garde l'Amérique contre le complexe militaro-industriel, le considérant comme une menace pour les intérêts américains et les institutions démocratiques. Eh bien, ce contre quoi il nous a mis en garde le 17 janvier 1961 s'est entièrement réalisé, et les médias en sont devenus une composante. Il s'avère qu'il n'y a jamais eu de rupture décisive dans la capacité de l'État profond américain à dominer de manière omniprésente les récits des médias traditionnels. En fait, la situation s'est aggravée avec le temps et est devenue plus insidieuse. Nos médias traditionnels, si l'on les prend un par un, que ce soit les plateformes numériques, par exemple X ou Facebook ou d'autres plateformes numériques, ou que ce soit les grands journaux, le Washington Post par exemple, désormais détenu par Jeff Bezos, un centimilliardaire, ou la télévision par câble ou la télévision généraliste. Tout est entre les mains d'un très petit nombre de personnes, généralement des méga-milliardaires, étroitement liés au Pentagone, à la CIA, aux agences de renseignement. Donc c'est incroyable pour moi, vivant au jour le jour, sachant ce que je sais, d'observer comment fonctionnent les médias. C'est exactement ce dont Noam Chomsky nous a parlé pendant des décennies. Il a été un observateur absolument brillant et pionnier de tout cela. Et il nous a appris tous les arts de l'observation attentive et systématique. Mais pour moi, il est tout simplement choquant de voir les mensonges et la propagation de l'ignorance par le New York Times ou le Washington Post, ou par des journaux que je lisais autrefois, pour essayer d'apprendre quelque chose sur ce qui se passait au jour le jour. Maintenant, je lis ça avec stupéfaction, la mâchoire décrochée, en me demandant à quel point peut-on être ignorant ou comment peut-on raconter de tels mensonges. Et d'ailleurs, j'ai une habitude, je suis désolé de l'avouer, d'envoyer des emails aux journalistes en leur disant « Mais de quoi parlez-vous? C'est n'importe quoi. » Et la plupart du temps, ils ne me répondent pas, ce que je trouve un peu impoli et agaçant. J'ai un peu d'expérience. Ils pourraient répondre à ce que je dis. On pourrait vraiment avoir une conversation d'adulte. Mais ils veulent pas avoir une conversation d'adulte. Ils ont un récit qu'ils doivent ou qu'ils choisissent de promouvoir. Que ce soit par ignorance, parce qu'ils sont détachés par une agence, parce qu'ils sont payés par ces agences, ou parce que cela sert les intérêts de ces milliardaires qui possèdent aujourd'hui tous les médias. Il semble que tout le monde doive posséder un média si on est centimilliardaire. Que vous soyez Musk, Bezos ou n'importe qui d'autre, je pourrais dresser une très longue liste de ces milliardaires.
Ils sont tous liés aux contrats militaires, à l'appareil sécuritaire et aux médias grand public. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, pour conclure là-dessus, c'est que je n'arrive pas vraiment à comprendre comment cela fonctionne. C'est étrange. Le public ne croit pas ce qu'il entend. Ce n'est donc pas comme si la propagande fonctionnait réellement au niveau de la croyance, mais elle domine le discours. Il n'existe donc pas de récit alternatif cohérent. Le public sait qu'on lui vend un tissu de mensonges, mais il n'entend pas la vérité. Cela occupe simplement l'espace, non pas en convainquant les gens, mais en produisant un bruit incessant qui pousse les gens à se détourner et à se désintéresser de ces questions, laissant ainsi le champ libre au complexe militaro-industriel pour faire ce qu'il veut. Dr. Lay, si vous pouviez simplement donner une réponse rapide, afin que nous puissions laisser la parole au professeur Sachs, puis j'aimerais vous poser encore une question. D'accord. Eh bien, je pense qu'il vient de décrire la théorie médiatique traditionnelle appelée la spirale du silence. Lorsque les gens pensent qu'ils ont le dessus, ils deviennent de plus en plus bruyants, ils sont repris, rapportés et rediffusés à travers de nombreux canaux. Cependant, l'autre majorité silencieuse existe toujours. Elle attend des personnes qui s'expriment, tout comme Jeffrey Sachs l'a fait. Et donc, Jeff, ce que tu fais est extrêmement important. Tu donnes une voix à ceux qui n'en ont pas. Et en restant là, tu leur donnes l'opportunité de se rassembler autour de toi et de tes collègues afin que ce point de vue particulier, celui qui prône la paix, ait encore une chance. Et permettez-moi d'ajouter une chose. Les États-Unis continuent d'être le chevalier blanc, du moins le chevalier blanc autoproclamé. Si l'on regarde la situation à Gaza, Trump pense qu'il est l'ultime chevalier blanc et qu'il peut décider de tout ce qui se passe dans le monde. Cependant, dans le cas d'une guerre civile inachevée à travers le détroit de Taïwan, je crois fermement que nous avons la capacité, la sagesse et les mécanismes potentiels pour résoudre nos problèmes de part et d'autre du détroit de Taïwan, comme cela s'est produit sous l'administration de Ma Ying-jeou de 2008 à 2016. En fait, en novembre, ce sera le 10e anniversaire de la rencontre entre Ma Ying-jeou et Xi Jinping et le 20e anniversaire de la visite de Li Qiang auprès de Hu Jintao. Ainsi, les principaux dirigeants de part et d'autre du détroit de Taïwan ont pu dialoguer directement entre eux. Et lorsque le KMT était le parti au pouvoir, il y avait des réunions allant du 3e niveau au 2e puis au 1er, c'est-à-dire des rencontres entre ministères, des négociations et des accords finaux. Donc, si les États-Unis pouvaient arrêter de jouer à Dieu ou au chevalier blanc, je pense encore que nous pourrions avoir une chance de résoudre nos différends de part et d'autre du détroit de Taïwan, de mettre fin à la guerre civile inachevée et ainsi d'assurer la paix et la stabilité dans la région. Brillant. Absolument brillant. Et je suis tout à fait d'accord. Professeur Sachs, nous allons vous laisser partir. Merci. Merci beaucoup. C'est merveilleux d'être ensemble avec vous deux. Vraiment, absolument merveilleux. À très bientôt. Dr. Lay, je pense que nous avons à peu près couvert le thème que j'avais prévu pour la discussion d'aujourd'hui. Je voulais simplement obtenir une dernière réponse de votre part en me basant sur notre conversation précédente qui a été extrêmement positive. Elle a touché un large public à travers le monde et nous avons reçu de nombreux courriels. Certains venaient de personnes à Taïwan qui regardent notre émission et l'apprécient généralement. Je voulais simplement vous poser une question que nous avons reçue à plusieurs reprises, en particulier de la part de certaines personnes à Taïwan, pas de tout le monde. Elles ont dit qu'elles aiment généralement notre émission, mais que dans ce cas précis, nous n'avons pas abordé leurs préoccupations. Et par là, elles entendent les préoccupations de Taïwan vis-à-vis du continent.
Ils ont parlé, si je me souviens bien, de la liberté de religion, de la démocratie électorale et de la liberté d'expression. Bien sûr, nous avons eu notre propre réponse. Nous avons expliqué que le cas entre le Tibet et Taïwan est très différent, car au Tibet, il s'agissait d'une question de religion avec le pouvoir, ce qui n'est pas le cas à Taïwan. Nous ne voyons donc aucune raison pour laquelle des choses comme la liberté de religion ne pourraient pas continuer sous un système une nation, deux peuples. Nous avons également parlé de Hong Kong, etc. Mais si vous pouviez partager votre point de vue sur ce type de critique que nous avons reçu, notamment de la part des personnes à Taïwan, concernant notre discussion. Eh bien, évidemment, beaucoup de gens s'inquiètent du mode de vie à Taïwan. Et si une réunification devait avoir lieu, est-ce que ce mode de vie unique, qui est différent de celui de la Chine continentale, serait préservé? Est-ce que nous pourrions jouir du type de liberté dont nous bénéficions actuellement? Il y a deux réponses à cela. La première, c'est que nous sommes déjà en train de perdre une partie de notre liberté. Si vous vivez à Taïwan et que vous êtes suffisamment ouvert d'esprit, vous pouvez constater que notre liberté, telle qu'elle est protégée par la Constitution, a été bafouée à bien des égards, y compris la liberté d'association, la participation politique, et ainsi de suite. Il existe une nouvelle loi sur les partis qui a permis au gouvernement du DPP de prendre le contrôle de plus de 100 partis politiques et de 40 autres organisations politiques. Ils viennent de révoquer leur autorisation, l'enregistrement initial. Si l'on réfléchit à la liberté d'expression et à la liberté de la presse, on peut réellement observer que cet espace est de plus en plus restreint, à commencer par la révocation de la licence de CTI, jusqu'à de nombreuses interventions ou ingérences directes dans la liberté d'expression. C'est un peu comme si le président de la FCC américaine menaçait directement ABC et Disney lors de l'émission de Jimmy Kimmel. Donc vous savez, je pense que la liberté d'expression est partout menacée, surtout par ceux qui détiennent le pouvoir. Mais cela dit, il y a beaucoup de choses formidables et précieuses à Taïwan que les gens tiennent à préserver. Si l'on examine simplement 3 ou 4 endroits différents, Hong Kong, Maïweskin Euro rétrocédé à la Chine. Donc, toutes les lois, à l'exception de la loi fondamentale, sont exactement identiques à celles du reste de la Chine, à l'exception de la loi fondamentale. Ce n'est donc évidemment pas un très bon exemple si l'on veut préserver certaines libertés à Taïwan. Et si l'on regarde le Tibet et d'autres régions, elles ont toujours fait partie de la Chine. Il y a donc des dissidents politiques, des dissidents religieux, et il existe des luttes et beaucoup de résistance politique à ce sujet. Je ne prétends pas connaître tous les détails ni avoir tous les faits, mais je sais, d'après mes contacts directs au Tibet et au Xinjiang, que leur mode de vie actuel est un peu meilleur qu'avant. En fait, beaucoup meilleur qu'avant. Il y avait donc un certain équilibre des pouvoirs dans ces endroits. Mais encore une fois, cela fait partie de la Chine, même si ce n'est qu'une région autonome ou une région autonome de minorité. Maintenant, examinons la situation de Taïwan. Taïwan, même si d'un point de vue constitutionnel cela fait partie de la Chine, n'est pas sous le contrôle du gouvernement de la RPC. Ce n'est pas sous le contrôle du Parti communiste. Je pense donc qu'une meilleure analogie serait le district nouvellement formé de Hainan. Hainan, en tant que port France, possède de nombreuses lois différentes du reste de la Chine parce qu'ils essayent d'en faire une zone ouverte, ce qui leur accorde certaines libertés à bien des égards. Donc, même s'ils ne touchent pas au fondement de ce dont nous avons parlé, comme la liberté religieuse et la liberté d'expression, Hainan pourrait être un modèle qui, si nous devions négocier une future unification, pourrait inspirer ce à quoi ressembleraient les deux systèmes à Taïwan. Le système taïwanais pourrait utiliser un certain cadre juridique pour se définir.
plutôt que d'être absorbé par la Chine continentale comme Hong Kong et de n'avoir qu'une seule loi fondamentale. Ainsi, bien que cela soit encore en cours de développement et d'évolution, nous observons avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe à Hainan. Espérons que cela offrira un autre modèle pour préserver ce que les Taïwanais aiment et chérissent dans leur mode de vie, tout en évitant la guerre et en permettant une participation économique plus large, en rejoignant l'essor général de l'Asie, de la région Asie-Pacifique et du reste du Sud global. Il pourrait y avoir une opportunité pour Taïwan de passer par la Chine et de participer à cette dynamique ascendante, ainsi qu'à l'essor du Sud global. Ce serait un avenir très enthousiasmant. Encore une fois, nous n'avons pas tout l'avenir entre nos mains. Mais avec sagesse, volonté et la capacité d'éviter la guerre et la destruction, nous pouvons organiser certains forums de discussion pour évoquer des solutions potentielles pour l'avenir. Cela peut commencer comme une toute petite graine de moutarde, mais cela peut devenir un plan d'ensemble prometteur. Récemment, lorsque j'étais à Pékin, j'ai parlé à un journaliste qui a été très proche de certains responsables du parti. Son père était dans l'armée et nous avons discuté de Taïwan et de la Chine continentale. L'une des choses que je lui ai dites, c'est qu'une politique agressive et belliciste de la part de la Chine continentale n'est pas une bonne stratégie, car nous parlons du même peuple, nous parlons de la même nation. La Chine continentale doit, c'est difficile à faire, mais elle doit d'une certaine manière faire la distinction entre sa politique défensive, mais assez dure, de plus en plus dure, contre la sphère d'influence américaine dans sa propre arrière-cour, ce que je pense être justifié. La Chine continentale est en droit de riposter, mais elle ne devrait pas laisser cette sanction s'abattre sur Taïwan, car il s'agit du même peuple. De la même manière, je dis souvent aux Taïwanais qu'ils doivent négocier fermement pour les choses auxquelles ils tiennent et qu'ils veulent préserver. Mais l'une des priorités est d'éviter de s'engager dans un conflit militaire avec la Chine continentale à la demande des Américains. La Chine continentale serait plus encline à faire de plus en plus de concessions tant que Taïwan ne donne pas l'impression de s'appuyer sur les Américains et d'envisager une solution militaire à cette longue histoire. Dernier commentaire de votre part, puis nous conclurons. Je suis heureux que vous ayez mentionné le potentiel de négociation, les points 1, 2, 3 de la négociation. Si vous souhaitez engager une négociation de principe, vous devez avoir la confiance et le respect de votre adversaire en face de vous. Je pense qu'actuellement, le DPP n'a ni la confiance ni le respect de la Chine continentale. Il est donc très difficile d'engager une quelconque négociation comme celle que j'ai évoquée plus tôt, entre 2008 et 2016. Pour éviter un avenir potentiellement catastrophique, il est important d'avoir des personnes qui peuvent représenter Taïwan, mais qui soient également respectées et dignes de confiance aux yeux de la Chine continentale. Et c'est le point numéro 1. Le numéro 2, dans une négociation de principe, c'est qu'il est important d'avoir des objectifs clairs. Par exemple, nous disons que nous voulons préserver le mode de vie de Taïwan, mais qu'est-ce qui nous importe vraiment? Qu'est-ce que nous voulons voir garanti? Quel type d'indicateur de performance pourrait-on envisager? Quelle garantie recherchons-nous? On ne peut pas simplement dire que l'on veut que tout reste inchangé à Taïwan. Ce ne sera pas une position de départ dans une négociation. Il faut clarifier les choses et les habitants de Taïwan doivent parvenir à un consensus sur ce qui est important pour eux. Je pense qu'une grande partie de cette introspection a été occultée par les grands discours sur une Taïwan indépendante soutenue par les États-Unis et le Japon.
Et tout récemment, le président a même déclaré que la paix et la stabilité de Taïwan étaient garanties par Abe, qui avait affirmé que si quelque chose arrivait à Taïwan, cela arriverait aussi au Japon. Et nous savons tous que ce n'était que des paroles. Mais le président actuel semble attribuer tout, y compris la paix, la stabilité et le statu quo du détroit de Taïwan, à Abe, et a même adopté une position japonaise sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, affirmant qu'il s'agit de la fin de la guerre et non d'une reddition complète des forces militaires japonaises. Donc je pense qu'à Taïwan, nous avons beaucoup de travail à faire pour nous préparer à une situation où la Chine continentale serait disposée à négocier avec nous. Mais en même temps, la Chine continentale compte de nombreuses factions différentes. Il y a des personnes diverses. Beaucoup disent « Oh non, nous sommes tellement impatients avec Taïwan, passons à l'action militaire et nous les reprendrons en un jour. » Ce genre de discours belliciste ne nous aide pas à aller dans votre sens, c'est-à-dire ne pas nous entretuer, ne pas verser de sang, ne pas laisser la haine naître du sang versé à travers le détroit de Taïwan. Si nous respections notre histoire, la seule position logique serait de mettre fin à une guerre civile de manière pacifique. Et mettre fin à la guerre civile exige certainement beaucoup de sagesse, mais aussi un leadership fort. Nous allons nous arrêter là, Dr. Lay. Ce fut une conversation fascinante sur la géopolitique en Asie-Pacifique. Mais nous sommes également ravis d'avoir pu aborder certaines dynamiques internes de Taïwan. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement.